Donc j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Dana. Alexandre, tu es le fondateur de Live Mentor. Donc tu vas nous raconter exactement ce que fait Live Mentor, mais moi ce que j'ai compris, c'est que vous aidez des entrepreneurs à réussir en les formant. Ce qui rejoint vraiment ce que nous on fait chez The Tribe, et donc ça m'a particulièrement frappé. En regardant ta bio, il y a quelque chose qui m'a aussi frappé, qui est le livre que tu viens d'écrire. Ce livre qui dit entreprendre, mais aussi et surtout être heureux. Et c'est un enjeu dont on va parler aujourd'hui. Voilà, donc avec toi, tu as Alice Vivian, qui est la fondatrice de Mojom. Voilà, bienvenue Alice. Tu as Nicolas Bergerot, qui est le fondateur de l'Atelier des Chefs. Bienvenue Nicolas. Et puis Pénélope Boeuf, qui est la fondatrice de La Toile sur Écoute et qui notamment a monté le podcast L'Arnaque, pour ceux qui suivent un peu, qui est un super podcast que je recommande. Alexandre, je te laisse prendre la main et puis mettre à l'aise et présenter tes intervenants. Écoute, merci pour l'intro. Merci à toutes et à tous. Vous avez choisi la bonne salle. Vous avez fait le bon choix. C'est l'endroit où il faut être ce matin. Pour compléter sur la présentation, donc, j'ai créé effectivement une entreprise qui s'appelle Live Mentor, qui est l'organisme de formation leader pour les créateurs et les créatrices d'entreprises en France. On a formé 14 000 personnes depuis 2016 et on les a formés sur des compétences essentielles. Le marketing, la vente, la création de sites internet, le copywriting, tout ce qu'il faut pour développer une boîte. Sauf que, il y a un an, j'ai réalisé quelque chose. On avait créé toutes ces super formations pour le bienfait de l'entreprise, mais on avait laissé de côté la santé mentale de l'entrepreneur. On avait laissé de côté une réalité. Les entrepreneurs aussi font des burn-out. Et moi, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux, un en 2016, un en 2018. J'ai d'ailleurs fait des burn-out alors que mon entreprise était en train de décoller. Entre 2012 et 2016, mon entreprise elle a fait 50 000 € de chiffre d'affaires en cumulé. Donc ça fait 1 000 € par mois de chiffre d'affaires à peu près. Mais à l'époque, j'allais plutôt bien, bizarrement. Et les phases de croissance, les phases de développement, le passage à 15 salariés, 30 salariés, 100 salariés aujourd'hui, ont pu générer énormément d'angoisse, de l'anxiété. Et donc, il y a un an, suite à cette réalisation, j'ai décidé d'écrire un livre qui a été publié récemment, qui s'appelle « Entreprendre et surtout être heureux », qui traite le sujet tabou du burn-out chez les entrepreneurs, où j'ai essayé d'identifier des causes spécifiques aux entrepreneurs qui génèrent des problèmes de santé mentale. Et je suis donc ravi aujourd'hui d'avoir avec moi 3 super entrepreneurs, Alice, Nico et Pénélope, qui acceptent de témoigner publiquement sur le sujet, et je pense que vous pouvez les encourager parce que c'est très rare. C'est très rare. Mais je tiens à le dire. Je tiens juste à dire un truc en toute bienveillance avec les autres ateliers et les autres organisateurs. Comme dans tout événement sur l'entrepreneuriat en France, vous allez entendre sûrement des personnes durant ce Web Today, des entrepreneurs successful, vous raconter comment ils ont levé des fonds, comment ils ont recruté plein de gens, blablabla. Bla. C'est beaucoup plus intéressant d'entendre ce qu'on va dire ici aujourd'hui, d'entendre ce qui se passe dans les coulisses, d'entendre ce qui se passe le matin quand on se réveille, le soir quand on s'endort et qu'on est obsédé par sa boîte. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on raconte sur BFM quand on vient annoncer sa levée de fonds. Sur ce, Pénélope, puisque tu es juste à côté de moi, je te propose de te présenter, de présenter tes activités et de répondre à la première question. Comment il a évolué ton bien-être depuis que tu es à ton compte ? Bonjour Pénélope, j'ai fait 2 burn-out moi aussi. J'ai fondé donc La Toile sur Écoute, qui est un studio de podcast. J'accompagne les marques dans la création de leurs podcasts B2B, B2C et en interne pour fédérer les collaborateurs. C'est compliqué cette question. Je ne sais pas si mon bien-être a vraiment évolué. Donc moi j'ai monté cette boîte il y a 3 ans. Au début j'étais seule dans ma chambre et donc hyper contente à bosser comme une malade et en fait sans contrainte et j'avançais. Et puis ça commence à prendre, ça commence à marcher. Là il va falloir commencer à recruter. Et là, tu pètes un plomb et en effet, tu dors, tu vas t'endormir en pensant à ta boîte, tu te lèves le matin en pensant à ta boîte, tu ne penses qu'à ça, tu prends pas de vacances, le week-end tu bosses, le soir tu bosses, on te propose d'aller te balader, tu dis non mais attends, j'ai un truc à faire, tu peux pas.
Et à un moment, ça craque. Et moi, j'avais fait un premier burn-out quand j'étais salariée. Je réponds pas vraiment à ta question, mais je vais y venir. J'avais fait un premier burn-out quand j'étais salariée. Et en l'occurrence, j'en voulais aux autres, à ceux qui m'entouraient. Je me disais que c'était de leur faute si je pétais un plomb et si j'y arrivais plus. Et là... Et je m'en suis sortie. Ce burn-out que j'ai fait il n'y a pas longtemps, il y a 8 mois, je m'en suis voulu à moi, essentiellement. Alors qu'en fait, même quand j'étais salariée, j'aurais aussi dû m'en vouloir parce que je n'ai pas mis de boundaries. Et là, mon bien-être a évolué depuis quelques mois seulement, parce que je me suis dit, ça suffit, il faut se préserver. Et comment est-ce que j'ai décidé de m'écouter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'en peux plus et que j'ai envie de partir en vacances, je pars en vacances. C'est-à-dire que je prends un billet. La dernière fois, il était 7h du matin. Oh là là, j'en peux plus, j'ai des énormes trucs qui arrivent. Je sens que dans une semaine, ça va être un peu violent. Je rêve d'être en Grèce et de manger de la feta. Et donc, j'ai pris un billet pour la Crète. J'ai pris un Airbnb à l'autre bout du monde. Ça m'a coûté une fortune, mais je me suis dit, c'est pas grave. Je passe ça sur la boîte. Bien sûr que mon comptable dirait OK. Et j'ai fait une semaine toute seule en Crète. Et tu es partie le jour même, je crois. C'est qui manque ce détail. 7h du matin, je me suis réveillée en me disant OK. 10h du matin, j'avais pris mon billet pour partir à 14h. Et à 18h, j'étais au bord de la plage. Et alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde dit « Ah, mais ta vie est extraordinaire, Pénélope, tu peux partir du jour au lendemain ». Alors oui, ma vie est extraordinaire, je peux partir du jour au lendemain, mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ça, je le fais pour me préserver, quoi. Merci beaucoup. Nico. Toujours un bonheur d'être avec toi, tu racontes très bien les histoires. Moi, j'ai pas fait de burn-out, faut que je me casse ou... Tu peux rester. Mais j'ai été vraiment limite. Non, j'ai été limite. Moi, j'ai créé l'Atelier des Chefs il y a 18 ans, après avoir bossé pendant 12 ans chez L'Oréal et chez Nestlé. J'ai créé l'Atelier des Chefs parce que j'étais complètement fan de cuisine. Et donc, on a créé cette nouvelle génération de cours de cuisine qui a démarré du feu de Dieu en 2004. On est arrivé pile poil au bon moment avec une bonne équipe et une bonne idée. Et mon premier stress, il est arrivé en 2005, donc très vite quand même, juste après. Alors déjà, quand j'étais salarié chez L'Oréal et chez Nestlé, j'étais déjà un peu tendax et un peu bon élève qui veut toujours faire tout trop bien, quoi. Et puis donc là, l'atelier démarre. Au début, on est tellement à fond qu'on ne se pose pas de questions. Et puis au bout d'un an, on avait vraiment notre gueule partout dans les médias et on nous attendait beaucoup de développement de l'atelier des chefs. Et là, je me suis dit, ça ne va pas durer. Et là, ça a été un premier très gros stress, donc vraiment un an après la création de l'atelier. Bon, celui-là, je l'ai à peu près surmonté. Et puis après, la boîte s'est vachement développée. En 18 ans, vous imaginez bien qu'on a eu plein de hauts, plein de bas. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'excitation, plein de belles choses. Et puis, beaucoup de moments de vrai stress quand, alors qu'on se développe bien, on ne sait pas jusqu'où on va aller, si on va pouvoir y arriver. La boîte qui grossit, on a aujourd'hui un peu plus d'une centaine de personnes, comme chez Live Mentor. Voilà. Et il y a 4 ans, on a fait un pivot stratégique en rajoutant à la partie cours de cuisine des formations digitales à tous les métiers de la main et de l'humain, donc les métiers de l'artisanat et du service à la personne. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Alex, parce que lui, il fait la formation au métier intello et moi, je fais la formation au métier manuel. Voilà. Nouvelle dose de stress importante, parce que pivot stratégique, là-dessus, le Covid arrive. Voilà, globalement, ce serait à refaire, je referais évidemment. Ça, il n'y a pas photo, mais au prix d'une dépense d'énergie quand même inouïe. Et alors, je vous dis que je n'ai pas fait de burn-out, mais j'ai été limite. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est 2 choses. L'année dernière, je me suis fait coacher par une super coach méga catho, parce que je suis très catho. Une coach méga catho qui m'a réaligné verticalement, en me faisant prendre conscience que tout ce après quoi je courais était sûrement très bien. Hein. La gloire, l'image, l'argent, tout ça, c'était très bien. Il manquait peut-être une petite dimension spirituelle. Et puis un jour, au mois de juin, elle m'a dit « Tiens, j'ai repéré un truc, là, une retraite qui te ferait du bien. » Et elle m'a dit « Je t'ai pas inscrit, mais je suis sûr que tu le feras toi-même. » Et donc, je l'ai fait le soir même, comme Pénélope. Elle est partie en Crète, elle, sur la plage. Moi, je suis parti à Tressin, donc pas très loin, en Bretagne Nord. 1 semaine de retraite en total silence. Et c'était la première fois depuis 18 ans que j'ai éteint mon portable, totalement. Pas regardé pendant 1 semaine. Pas parler à personne pendant 1 semaine, si à des confesseurs. Et ça m'a sauvé. Objectivement, ça m'a sauvé. Alors, c'était marrant parce que j'ai 2 associés. Je leur ai dit, voilà, mes vacances, c'est du 1er au 31 août. Et puis là, tous mes collabs, je leur ai dit, je serai en vacances, vous pouvez me joindre quand vous voulez. Mais la dernière semaine de juillet, du 24 juillet au 31 juillet, là, je ne serai pas en vacances, mais vous ne pourrez pas me joindre. Ils n'ont pas tout compris. Mais moi, j'ai très bien compris.
Et donc, non seulement ça m'a sauvé, mais le 31 juillet, je suis parti en vacances avec ma famille. J'ai oublié de dire que j'étais marié avec 4 enfants qui sont magnifiques. Et quand je suis parti le 31 juillet en vacances, en plus, j'étais reposé. Donc, j'ai bien profité de mes vacances. Et voilà, c'est ça qui m'a sauvé. Merci beaucoup. Juste, note de lecture pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ici dans les internets. Déjà, dans ces 2 premiers témoignages, on entend cette séparation extérieure-intérieure. En fait, s'interroger sur le sujet de la santé mentale des entrepreneurs, c'est à la fois regarder les événements extérieurs à soi, les recrutements, les phases de croissance, les galères qui nous tombent dessus. Il a mentionné le Covid, il a mentionné les gilets jaunes, mentionné toutes les merdes qui peuvent tomber sur nos boîtes et apprendre à gérer ces événements extérieurs. Mais c'est aussi un travail intérieur. On va en reparler dans la suite de la table ronde. Mieux se connaître, mieux se comprendre, savoir ce sur quoi on est fort, ce sur quoi on n'est pas fort, le type de personne avec qui on aime bosser, avec qui on n'aime pas bosser, ce dont on a besoin pour se sentir en énergie. Nicolas a mentionné sa spiritualité. Donc retenez peut-être cette grille extérieure-intérieure. Alice, raconte-nous tout. Alors, moi non plus, je n'ai pas fait complètement de burn-out, je te rassure. Mais merci de parler merci de parler de spiritualité, d'alignement. Moi, c'est quelque chose qui fait partie de ma mission aujourd'hui. Moi, les burn-out, je les ai frôlés au moins 2 fois. J'ai fait un bore-out aussi. Donc, je vais vous raconter un petit peu pourquoi, en fait, la question de la gestion du stress, du burn-out, c'est devenu mon métier aujourd'hui. Parce que moi-même, j'y suis passée très, très près. Moi, j'ai fait un premier quasi burn-out quand j'étais en agence de communication, donc je n'étais pas encore entrepreneuse. Par contre, j'ai vécu ce burn-out du trop de pression, du trop de charge de travail, peut-être aussi du manque d'indépendance et de liberté dans ce que je faisais, dans ce que j'offrais au monde à un moment. Et puis j'ai découvert un truc, c'est qu'en fait, je fais partie de ces gens qui ont un profil à burn-out. Je ne savais pas que ça existait, mais ce qu'on appelle un profil anxieux. Je l'ai découvert assez rapidement quand j'ai commencé à faire des crises de panique, quand j'étais en agence de communication, des choses comme ça. Je me suis dit, ah, ok. Et puis, ça s'est un petit peu calmé. Et puis après, j'ai plutôt fait ce qu'on appelle un bore-out, encore en agence de communication. Là, j'étais moins stressée. En revanche, ce que je faisait moins de sens. J'avais du mal à trouver du sens dans ce que je faisais au quotidien, les marques que je défendais, dont je faisais la promotion. Donc moi, j'ai fait un changement de vie un peu radical. J'ai vendu tout ce que j'avais à Paris. Je suis partie 1 an en sac à dos faire un tour du monde à 32 ans. Donc c'est plutôt l'âge où normalement mes copains se mariaient, faisaient des enfants, enfin faisaient des choses comme ça. On me demandait d'ailleurs ce que je faisais, à partir seule, en vendant tous mes trucs. Donc je suis partie faire un tour du monde parce que je crois que j'avais besoin justement de retrouver cette intériorité et de me questionner sur le pourquoi. En fait, c'est qu'est-ce que j'avais envie d'amener au monde, qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et finalement, cette énergie que j'étais un petit peu en train d'épuiser, au service de quoi je voulais la mettre. Dans ce tour du monde, j'ai fait une rencontre assez incroyable avec le yoga. Toi, tu parles du silence et de la retraite. Moi, ce qui m'a sauvée, clairement, c'est le corps et c'est la reconnexion tête-corps et c'est le yoga, je vous en parlais. Et quand je suis revenue, là, je suis re-rentrée un petit peu dans un système d'épuisement. J'ai travaillé 5 ans dans le monde de l'innovation sociale, du développement durable et de la prospective dans un institut qui est incroyable. J'étais passionnée parce qu'on était en train de changer le monde. Je travaillais avec des gens qui étaient des entrepreneurs sociaux qui étaient merveilleux. Sauf que beaucoup de travail, beaucoup trop de pression, mais surtout beaucoup trop de passion. Donc là, j'ai senti qu'il y avait un deuxième type de burn-out qui était possible, qui était le burn-out passion. J'adorais ce que je faisais, mais quelque part, j'avais du mal encore une fois à mettre les limites avec ma vie personnelle. Et surtout, j'ai remarqué qu'autour de moi, les gens qui étaient très engagés pour l'environnement, pour le social, ils étaient tous en burn-out. Donc ça m'a un petit peu questionnée en me disant, bah ouais, si on veut changer le monde, peut-être qu'il faut que ça commence par se changer soi. Et se changer soi, finalement, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est juste dans la tête ou quelque part, est-ce qu'on n'a pas besoin de redescendre dans le cœur et dans le corps? Tu parles d'alignement. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Mojo. Et le but, c'est de s'aligner tête, cœur, corps pour déployer notre magie et le mettre au service du monde. Et aujourd'hui, mon métier, c'est d'accompagner les gens, justement, sur ces sujets du burn-out parce que moi-même, je l'ai vraiment vécu. Et après, il y a d'autres stress dans l'entrepreneuriat, puisque j'étais ma propre patronne, donc là, c'est incroyable. Mais j'ai redécouvert effectivement cette question de ce que disait un peu Pénélope, c'est-à-dire qu'on est tellement passionné dans ce qu'on fait, et c'est notre entreprise, donc du coup, on compte pas les heures. Là aussi, comment, dans ma propre entreprise, je mets ces limites pour toujours avoir en tête cet équilibre de vie pro et perso qui est fondamental.
Donc voilà un petit peu pour expliquer peut-être mon parcours et pourquoi je fais ça aujourd'hui. Et ça me parle beaucoup, on peut l'applaudir. Et ça me parle beaucoup ce que tu dis sur la santé mentale des entrepreneurs à impact. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une tribune de Mathieu Dardaillon, le fondateur de Ticket for Change, que je pense certains connaissent ici, qui expliquait ça dans sa tribune qu'il m'a offert pour mon livre. C'est incroyable de voir à quel point, quand on est connecté à l'impact de notre entreprise, on oublie de se protéger soi-même. Moi, j'ai juste c'est mon côté un peu marketing, mais est-ce qu'on peut quand même définir ce qu'est le burn-out ? Allons-y, c'est parti. Le burn-out, c'est une perte d'énergie mentale et physique pendant une période de temps prolongée. Il y a un framework que j'aime beaucoup, qui est celui de la roue du burn-out, qui consiste à regarder ton niveau d'énergie et la couleur de ton énergie. La roue du burn-out, c'est que je passe d'une situation où j'ai beaucoup d'énergie et cette énergie est positive. Je viens de lancer ma boîte, où je suis entrepreneur et je me réveille tous les matins avec l'envie de faire plein de projets et ces projets me nourrissent. Je passe dans l'autre quadrant de la roue. J'ai toujours beaucoup d'énergie, mais elle est négative. Je commence à faire beaucoup de choses, mais sans avoir envie de les faire. Tous mes mails tombent, je n'ai pas envie de les traiter, je ne trouve pas de solution. Je bascule dans une situation où j'ai plus d'énergie du tout et j'ai que des pensées négatives. Donc ça, c'est ce qui m'arrive, moi, 2018. Je suis en train de faire ma randonnée en Corse. Ça fait 6 mois que je songe à arrêter Live Mentor, que je songe à arrêter ma boîte et que j'ai osé le dire à personne. Je suis en train de faire cette randonnée en Corse avec mon meilleur ami, qui est aussi mon employé, qui est aussi mon actionnaire, histoire de bien faire un joli cocktail. Et à 9h30 du matin, on fait une pause et je réussis enfin à lui dire « Écoute, j'ai décidé, je vais arrêter la boîte. Donc tu perds ton job. Puis l'argent que tu avais mis dans la boîte, tu le perds aussi. » Et 15 minutes plus tard, il y a mon corps qui s'arrête. Il y a d'abord mon genou gauche qui se bloque, puis mon genou droit. Là, je passe la pire journée de ma vie à faire une randonnée en Corse. Vous avez déjà fait le GR20 ? Donc, imagine une étape que tu fais en rampant par terre et en arrivant à 23h30 au sommet pour être rapatrié en hélicoptère à l'hôpital d'Ajaccio où on te fait des radios et ils te disent « Mais faites, vous n'avez rien. » Je vais quand même, je ne peux plus bouger mes genoux. Je dis « Oui, mais sur les radios, vous n'avez rien. » Et donc là, je suis rentré dans une phase qui a duré 2 mois avec plus aucune énergie et que des pensées négatives. Et la dernière étape de la roue du burn-out, c'est ce moment où tu reprends l'énergie positive, mais tu en as très peu, et donc tu te concentres sur faire très peu de choses, très peu de projets, très peu de chantiers. Et c'est pour ça que moi, quand je tombe sur les entrepreneurs qui sont en burn-out, je leur dis toujours, libère ton calendrier au maximum. Libère le moins de choses possible pour créer cet espace de silence dont Nico parlait avec un silence total pour le coup, une semaine, ou ce que tu fais quand tu pars en vacances. Maintenant, je crois que derrière la définition du burn-out, moi, ce qui m'a particulièrement intéressé depuis 1 an, c'est les signes avant-coureurs. Pour justement trouver une réponse à ta question, enfin à ton observation, sur la différence entre le burn-out salarié et le burn-out entrepreneur. Le burn-out salarié où je vais souvent en vouloir à mon manager, en vouloir au département RH, en vouloir à cette entreprise qui en fait n'a pas de sens, toutes les personnes qui par exemple à un moment se réveillent chez Total, je suis désolé de prendre cet exemple mais il est assez présent sur les réseaux sociaux en ce moment, et se disent mais j'en peux plus d'être dans une boîte qui détruit la planète. Côté entrepreneur, c'est différent. On a choisi cette entreprise, on aime cette mission, on aime le sens, on n'a pas un manager qu'on a envie de pendre, mais il y a d'autres choses comme la peur de l'échec, comme l'obsession du détail, comme le syndrome de l'imposteur. J'aimerais vous entendre maintenant sur les outils que vous utilisez tous les 3 au quotidien pour vous faire du bien, pour éviter de revivre soit des burn-out, soit des situations, comme disait Nico, où on est à la lisière. Nico, tu as mentionné donc 7 retraites, mais ça c'était une fois, il y a plusieurs années. Il y a 1 an, pardon. Au mois de juillet dernier. Est-ce que tu as intégré dans tes routines ou quand tu imagines la suite de ton année là, 2022,
Est-ce qu'il y a des moments dans ton calendrier où tu te dis, ça, je le fais pour aller bien? La prière, toujours, hein, que j'ai redécouverte dans cette retraite, matin et soir. C'est un vrai moment de pause, mais c'est en dehors des heures de boulot. Et je me suis mis dans mon agenda maintenant des espaces. En fait, comme en agenda partagé, tout le monde, c'est la porte ouverte à tous les rendez-vous de tout le monde tout le temps. Je me suis bloqué des espaces que pour moi. Je fais pas tellement plus de sport, je fais rien d'autre de plus. Mais en revanche, j'ai des espaces que pour moi, que j'utilise pour travailler, pour respirer ou pour aller me balader. Mais je me suis imposé de caler quelques espaces de respiration et pas enchaîner les rendez-vous. Enfin, en fait, c'est totalement improductif et inefficace. Donc, c'est la petite soupape que j'ai trouvée. Bon, là, ça a été super intense depuis 1 an quand même. Et parfois, il y a ces espaces qui sautent. Mais au moins, ils sont dans l'agenda et c'est moi qui décide de les faire sauter ou pas. Il y a un rappel. Oui, absolument. Du côté de Pénélope ou de Alice, est-ce qu'il y a des outils similaires? Alors, tu as parlé de la sanctuarisation du temps. Je crois un concept que tout le monde peut noter. Quand on est entrepreneur, qu'on a sa boîte, il y a toujours du travail. Le temps peut toujours disparaître. Il y a toujours quelque chose à faire. On peut toujours trouver un nouveau email à envoyer, un nouveau client à démarcher, une nouvelle modification sur Internet. Si on ne sanctuarise pas des moments bloqués, ça ne fonctionne pas. Mais j'aimerais peut-être aussi vous entendre sur la gestion des flux d'informations. Comment se protéger de cette information entrepreneuriale incessante, tous les emails qui arrivent, toutes les notifications Slack, tous les projets qui vous tombent dessus? Est-ce que vous avez mis en place certaines choses? Pénélope, tu souris. Moi, je ne comprends pas la question. Tu comprends pas la question? Non, mais je comprends la question, et moi, je n'ai pas d'outils. Mais tu n'as pas ça? Non, moi, tu n'as pas de limite. Au quotidien, je ne gère, on peut dire que je gère mal, du coup. Je me gère mal. Moi, c'est un peu tout ou rien. Et moi, c'est plutôt tous les mois, je pars 4 jours, dont un week-end. Mais bon, 4 jours, je ne travaille pas à l'étranger. Et tous les ans, je pars 1 mois l'été sans travailler et 1 mois l'hiver sans travailler. Et dans ces moments où tu as beaucoup de vacances? Oui, en fait, je travaille que 9 mois sur 12. Et durant ces moments de vacances, tu coupes complètement tes emails, tu ne regardes pas tes notifications, tu déconnectes totalement? Les 10 premiers jours, ils sont difficiles. C'est pour ça qu'il faut 4 semaines. Les 10 premiers jours, ils sont difficiles. Je commence à me sentir vraiment en vacances au bout de 17 jours. Et du coup, en fait, j'ai que 15 jours de vacances, si on pense comme ça. Mais oui, je coupe complètement. Alice? Oui, alors moi j'ai plein d'outils, puisqu'aujourd'hui les outils je les donne aux autres, mais je peux vous dire, je me les expérimente et je me les applique à moi-même tous les jours. On a beau avoir les outils, on se remet souvent encore dans des engrenages quand on est hyperactif, voilà. Moi je pense qu'il y a 3 sujets qui sont vraiment, vraiment essentiels quand on parle de ces sujets-là, et c'est ceux que j'aborde le plus souvent avec les entrepreneurs que j'accompagne. Il y a la question de la gestion du temps. Et au-delà de la gestion du temps, c'est plutôt mon rapport au temps. Et comment on sort en fait de ce temps qui est un temps chronos, de la montre, où on essaye de remplir au maximum son agenda, à un temps qui est un temps choisi, qu'on priorise en fonction de ce qui fait du sens par rapport à la mission de l'entreprise, par rapport à notre mission aussi à nous. Donc il y a un vrai sujet de gérer son temps, en tout cas de vivre le temps différemment. Et donc bien sûr, se sanctuariser des moments pour soi, prendre des rendez-vous avec soi-même sur l'agenda. Moi, c'est une chose que je fais très souvent. J'ai des rendez-vous avec moi-même. Mais en tout cas, se faire des pauses à la fois dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Après, il y a un autre sujet qui est la gestion du stress. Moi, ça fait 10 ans que j'en fais maintenant parce que je fais du yoga et que je suis professeure de yoga. Mais je peux vous dire que je suis passée par pas mal de traumas et que je me suis appliqué beaucoup de choses. Je pense que la gestion du stress, c'est quelque chose qu'on devrait commencer à enseigner aux enfants, mais même très très tôt, parce que du stress, on en aura tout le temps. Et il n'y a que comme ça qu'on prévient les burn-out à un moment. C'est comment ce stress, j'arrive à l'accueillir, à le sentir dans mon corps, du coup à le réguler. Et je parle du stress, bien sûr, du stress chronique qui s'installe et qui vraiment abîme votre santé. Donc avoir des outils en gestion du stress, c'est essentiel. Alors il y en a plein. Des techniques de respiration qui sont hyper faciles à faire rapidement avant une réunion ou le matin. Des choses au niveau du corps, tout ce qui est corporel va vous aider. De la méditation, du silence, de la relaxation. Il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Et le troisième sujet, je pense que c'est important d'avoir des outils, c'est la question de l'énergie. Tu disais tout à l'heure très justement, le burn-out, c'est quand en fait à un moment vous n'avez plus d'énergie dans le corps. L'énergie, c'est pas un concept, c'est quelque chose qui est physique. Et il y a un moment, vous le sentez, vous vous levez le matin, il n'y a plus de jus, quoi. Il n'y a plus de jus. Et le problème, c'est que quand on n'a plus d'énergie physique, on n'a plus d'énergie psychologique et émotionnelle. Donc gérer cette énergie aussi, ça s'apprend.
Ça veut dire comment j'apprends à bien dormir, à bien m'alimenter. Ça paraît bête, mais on ne sait pas s'alimenter. On passe plus de temps devant les écrans que du temps de sommeil. Comment j'apprends à gérer aussi cette chronobiologie et à faire des choses en fonction du bon moment pour moi d'un point de vue biologique. Donc ça aussi, c'est des choses à apprendre. Et ça paraît des petites choses, mais en fait, ça change complètement votre manière de vivre au quotidien. Vous allez récupérer votre énergie physique, vitale, et du coup, vous allez avoir la motivation tous les jours et vous n'allez pas perdre cette flamme, comme tu disais il y a un moment. Même si notre projet fait du sens, que c'est notre bébé, que c'est notre entreprise, on est tellement épuisé qu'on remet tout en question, en fait. On a des doutes, est-ce que je fais la bonne chose et tout ça. Donc, ce sujet du temps, du stress et de l'énergie, je pense que c'est vraiment des choses où je vous invite à aller vous former, aller voir ce qui vous correspond. Je vous ai parlé du yoga, moi ça m'a sauvée, donc je ne peux que vous inciter à aller voir du côté du yoga aussi. Mais voilà, en tout cas, trouver des choses qui vous ramènent au corps et à s'écouter pour pouvoir sentir le moment où, voilà, là je suis en train de m'épuiser et pas attendre que le genou se bloque, parce que c'est que là, ton corps, il crie depuis un petit moment et que ça va pas, quoi. Et merci. Tu ouvres une porte dans laquelle on va foncer. Quand je réfléchissais à mes objectifs avec cette table ronde, un d'entre eux était sortons d'une vision trop simpliste work-life balance, de l'équilibre pro-perso. Sortons d'une vision de l'énergie qui se limite à dire il faut des moments où on ne bosse pas. C'est bien plus complexe que ça. Notre niveau d'énergie ne dépend pas simplement de notre temps de sommeil, ne dépend pas simplement du nombre d'heures où on ne travaille pas. Et donc, dans ce que tu viens d'aborder, ça ouvre la porte à tout ce qu'on appelle les modèles comportementaux. Et je voudrais vous interroger là-dessus tous les trois. Donc, les modèles comportementaux, vous en avez peut-être entendu parler de certains. ProcessCom, Process Communication, inventé par la NASA, l'agence spatiale américaine, suite au crash d'une fusée, où ils se sont demandé mais pourquoi est-ce que cette fusée a crashé, pourquoi est-ce que nos ingénieurs ne se sont pas compris alors qu'on avait pris les plus gros diplômés d'Harvard, de Stanford. C'est quand même con. Et parce qu'ils n'avaient pas le même profil psychologique. Donc ProcessCom, MBTI, le modèle DISC. Il y a récemment un bouquin génial qui a été publié par Fabrice Midal, fondateur de l'école française de méditation qui s'appelle Les 5 portes. Alice, est-ce que toi, tu as utilisé certains de ces modèles comportementaux ? Est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur ce sujet ? Oui, c'est très important ce que tu dis. Ces sujets alors, on dit que c'est du développement personnel et souvent on se dit développement personnel, ça n'a rien à faire dans le milieu professionnel. Donc moi, je me bats tous les jours avec les entreprises en disant si, c'est important en fait que chacun ait des outils pour se connaître. Donc le MBTI... Je rappelle juste là-dessus qu'il est obligatoire quand on postule au Conseil sécurité de l'ONU d'avoir passé son ProcessCom. Pour expliquer que justement, il ne faut pas associer ces modèles comportementaux à simplement du dev perso pour se faire plaisir. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il y a des gens qui considèrent que ce genre d'outils, ce sont des outils de développement personnel qui est l'ordre de votre vie perso, justement. Alors qu'en fait, des processus d'épuisement, des processus de burn-out, en introduction, on en parlait, en fait, il y a certains profils de gens qui sont là-dedans, parce qu'en fait, c'est des croyances et des schémas dans lesquels on est. On est depuis notre éducation, depuis l'enfance. Et si on ne s'applique pas à ces outils-là de connaissance de soi, on ne sort pas de ces systèmes. Moi, j'utilise beaucoup la communication non violente, déjà à soi, c'est-à-dire écouter ses propres besoins pour essayer de comprendre ce qui se passe en moi avant de pouvoir exprimer les choses aux autres. Et après, des méthodes qui sont de l'ordre de la psychologie, quand on travaille sur notre rapport au temps. En fait, il y a pas mal d'outils qui sont les diablotins du temps, qui sont en fait toutes ces croyances qu'on a, qui fait qu'on est perfectionniste, qu'on veut faire tout rapidement. Et en fait, ces processus psychologiques, c'est souvent ça qui nous met dans de l'inconfort et dans des burn-out, en tout cas des choses comme ça. Et on peut recommander d'ailleurs le livre sur la communication non violente de Thomas Dassembourg, qui est un très 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 bon bouquin. Avant de vous donner la parole, Nico et Pénélope, sur les modèles comportementaux, je vous donne une illustration. Moi, ma vie a changé quand j'ai eu mon résultat ProcessCom. Donc, ProcessCom vous donne 6 profils de personnalité. Le profil analytique, qui aime la clarté, qui aime les chiffres, qui n'aime pas être pris au dépourvu. Le profil rêveur, qui aime avoir beaucoup d'idées, peut-être avoir un peu de mal à les implémenter. Le profil empathique, pour qui c'est important d'être entouré, d'être dans un cadre, de connaître les gens. Le profil de l'opinion, j'ai oublié le terme en anglais, opinionated,
persévérant, enfin, quelqu'un qui est en croisade, qui est important d'être vraiment connecté à une mission et qui va se battre pour la voir se réaliser pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Le profil promoteur, qui adore communiquer, qui adore le challenge, qui adore le défi, et le profil rebelle. Et moi, je suis un putain de rebelle. J'adore être rebelle. Et donc, j'ai compris à la lecture de ce test ProcessCom pourquoi je dépérissais à chaque fois que je m'enfermais sur un seul sujet dans ma boîte. À chaque fois que je passais mon temps avec seulement 2 ou 3 personnes, je fonçais vers le burn-out. J'ai besoin de passer d'un groupe à l'autre. J'ai besoin de créer des trucs constamment. J'ai besoin de lancer de nouvelles choses. J'ai besoin d'innover. J'ai besoin de m'amuser. Si je ne le fais pas, je dépéris. Donc voilà un exemple d'illustration sur un modèle comportemental. Pénélope, est-ce que tu en as utilisé des modèles comportementaux ? Je connais le mien. J'aime bien étudier celui des autres, celui de mes collaborateurs, celui de mes clients aussi pour mieux les démarcher. Ça fait toujours du bien de savoir qui on est, mais est-ce que ça m'aide outre mesure ? Non, je sais que j'aime le défi, je sais que j'aime le challenge, je sais que j'aime être stimulé toutes les 4 secondes. Donc, moi, ça me... Mais est-ce que tu conçois ton rôle et est-ce que tu conçois la manière dont tu penses ton équipe en fonction de ça ? En te disant, moi, c'est là où je veux être, c'est là ma zone où je me sens bien, donc je recrute des équipiers qui compensent les sujets qui ne vont pas me permettre de m'éclater. C'est compliqué parce qu'en effet, il y a beaucoup de profils qui viendraient me compléter, dont j'ai besoin, et en même temps, c'est pas forcément ceux avec qui j'ai envie d'être. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet. Est-ce que tu privilégies en fait les compétences pour te compléter, ou tu as quand même envie un peu de te marrer parce que tu es une mini start-up et tu es 5, 6, 7 voilà, ça c'est une vraie question. On te laisse travailler cette question, c'est super intéressante. Nicolas. Nous, on n'a pas mis en place du tout ces études au sein de l'entreprise, mais à titre perso, je suis allé faire effectivement un stage de communication non violente après avoir lu le bouquin de Thomas qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Alors le titre est trompeur, parce que honnêtement, moi je suis toujours un tout petit peu perturbé par ce bouquin quand même, parce que j'ai envie d'être vrai mais de rester gentil. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. La communication non violente, c'est quand même un truc génial, où ce que j'en ai le plus retenu, c'est on a le droit d'être d'accord quand on n'est pas d'accord. Rien que ça ouvre énormément de perspectives. À côté de ça, on avait fait le MBTI avec mon frère, qui est donc mon associé. Je me souviens même plus de mon profil, donc je n'ai jamais trop adhéré à ces trucs-là. Et en même temps, en vous entendant parler, on a complètement reformaté notre comité de direction récemment en faisant rentrer plein de jeunes et plein de filles. Avant, on était 3 mâles blancs dominants. Et maintenant, il y a plein de jeunes femmes qui nous ont rejoints dans le comité de direction. Et je me dis que ce serait sympa de se faire une espèce de travail de groupe là-dessus pour jauger justement ces complémentarités et voir s'il n'y a pas de trou dans la raquette et si en même temps on est bien complémentaires. Un dernier truc, moi, qui m'a beaucoup aussi apaisé, c'est le jour où je me suis dit non, on ne peut pas tout le temps faire mieux. Et bien ça, mine de rien aussi, c'est un truc incroyable qui change la vie. Mais c'est faux. Non, c'est pas faux, c'est totalement vrai. C'est faux, Nicolas, bien sûr qu'on peut toujours faire mieux. J'avais été élevé dans ce culte-là, j'avais été élevé et je continuais dans cette espèce de quête, non pas de la performance, mais de la performance orgueilleuse. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire bien, mais faire mieux, en fait, c'est ça la différence entre l'orgueil et l'application, quoi. Et quand on se dit non, là je ne peux pas faire mieux, mais c'est comme ça que tout d'un coup on se dit ok, j'arrête de travailler parce que sinon je pourrais effectivement ne jamais m'arrêter, je vais aller respirer. Et ça aussi quand même, alors je ne sais pas si ça fait partie d'un schéma mental à définir, mais en tout cas, de réaliser qu'on ne peut pas toujours faire mieux, c'est fantastique. Jusqu'où on pousse ses limites, quoi. Toi, tu es très rouge en ProcessCom. Non mais c'est vrai que tout à l'heure Alice parlait de l'anxiété. L'anxiété c'est un formidable moteur tant que c'est jusqu'à un certain niveau. Et puis quand ça dépasse ce niveau, boum, ça tire vers le bas. Donc faut surtout pas aller titiller cette limite, quoi. Donc faire bien, oui, faire très bien, oui, faire toujours mieux, je sais pas. Ce qui interroge évidemment sur le culte de la croissance, tout le discours sur les licornes. Vous avez remarqué que je n'ai pas invité dans ma table ronde le fondateur d'une licorne ou la fondatrice d'une licorne. Pour le moment, évidemment, pour le moment. Dernier point sur Thomas d'Assembourg, qui a effectivement fait un super bouquin. Pour info, il était avocat avant. Et dans l'introduction de ce merveilleux livre, il raconte comment
lors de ses premières années en tant qu'avocat, il s'est pris une claque monumentale. J'ai été formé à faire un PV d'audition, etc. J'ai été formé sur toute la technique métier d'avocat. On ne m'a pas formé sur le savoir-être. Je ne sais pas comment accueillir une famille qui arrive devant moi et qui est complètement ravagée, détruite émotionnellement. Je ne sais pas comment gérer ça. Et donc là, on voit dans l'évolution de notre discussion que comprendre son fonctionnement interne en tant qu'entrepreneur est autant essentiel que comprendre le fonctionnement des personnes avec qui on travaille, à la fois pour une meilleure efficacité commerciale, comme le disait Pénélope, mais aussi parce que la source des conflits, mais elle va très souvent venir des relations qu'on a avec les personnes autour de nous. C'est quoi la première cause d'échec d'une entreprise? Les engueulades entre les cofondateurs, cofondatrices, les engueulades entre les associés. Et j'ai eu 4 associés dans ma vie. Et je te laisse la parole, Alice, pour rebondir là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec ça, c'est ce que j'allais dire en fait. Les premières causes d'arrêt des entreprises, alors il y a le cap des 3 ans, 7 ans, vous les connaissez peut-être, 5, 7 ans. Effectivement, c'est des engueulades entre les associés ou c'est des problèmes de santé et de burn-out et d'épuisement. Donc ça reboucle un petit peu tout ce qu'on est en train de se dire. Moi, je rejoins totalement. Je pense que quand on monte une entreprise, on est toujours tiraillé entre, je ne sais pas si c'est le culte de la performance. En tout cas, on a envie que ça marche parce qu'on y met du cœur, parce qu'on y croit. Et puis derrière, mine de rien, oui, il y a quand même des injonctions. Il y a des injonctions à être Superman, Wonder Woman, à faire bien, à être le parent parfait, l'entrepreneur parfait et tout ça. Et on est éduqué quand même dans le culte de la performance. Hein, donc les chiffres sont importants, l'image est importante. Et puis à côté de ça, on a quand même notre vie personnelle qu'on a aussi envie de nourrir. Et moi, j'ai quand même la sensation qu'il y a, je ne sais pas si c'est de la sagesse, mais qu'il y a, peut-être, je parle pour moi avec l'âge, je pense qu'à 30 ans, je me posais moins ces questions-là. Mais qu'il y a un moment quand même où on se pose des questions fondamentales aussi sur le sens de tout ça, c'est-à-dire est-ce que je suis encore alignée avec l'entreprise que j'ai créée? Est-ce que ça me dépasse pas quelque part? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui se lancent et ça va tellement vite, ça s'accélère tellement que dans cette phase d'accélération, est-ce que je perds pas le sens, le pourquoi j'ai créé ça au départ? Parce qu'en fait, la direction, le sens, hein, on peut le perdre assez vite. Donc il y a ce sujet d'alignement qui pour moi est vraiment vraiment important. C'est pour ça que moi je prône, surtout dans des milieux où il y a du digital, je prône du digital detox. Je vais dans les accélérateurs de start-up, je leur parle de décélération. J'ai créé des deceleration camps parce que je pense qu'on a besoin d'apprendre à ralentir. Mais je crois que c'est vraiment cette question d'aller se connaître, mais aussi aller s'écouter. Je parlais, moi je travaille beaucoup sur les intelligences multiples et notamment l'intelligence du corps, qui est l'intelligence parce qu'on là on parlait de l'intelligence du cœur avec la CNV, mais l'intelligence du corps, elle est essentielle à développer. Si vous ne sentez pas ce qui se passe dans votre corps, vous pouvez pas comprendre qu'il y a un moment vous êtes en train de peut-être de nourrir là un petit burn-out qui arrive ou un cancer ou une maladie, d'accord. Et vous pouvez pas sentir aussi la personne qui est en face de vous. Vous ne comprenez pas ses réactions. Et vous ne pouvez pas non plus comprendre ce que vous dégagez comme image auprès des autres. Donc l'intelligence du corps, l'intelligence somatique, je vous invite aussi à aller regarder un petit peu tout ce qu'il y a derrière, parce que ce sont les seuls moyens à un moment de prendre soin de votre santé, d'aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que je suis toujours à la bonne place? Est-ce que je suis dans le bon environnement, avec les bons associés? Est-ce que tout ça encore, ça fait du sens? Est-ce que je suis bien alignée entre la tête, le cœur, le corps? Et si ça, on ne le fait pas en s'arrêtant, alors ça peut être avec de la feta en Grèce, ça peut être une semaine en silence, ça peut être un deceleration camp, ça peut être ce que vous voulez. Mais en tout cas, prendre ce temps de recul, de pause, où j'arrête de courir comme le hamster dans sa roue pour... OK, est-ce que je suis encore là où je dois être? Parce que là, votre corps, il va vous le répondre assez rapidement. Si vous n'êtes pas au bon endroit, il va vous envoyer des messages. Donc, voilà, sur l'intelligence du corps, je voulais un peu rebondir parce qu'on en parle moins. On parle beaucoup du cœur, mais c'est aussi important, je pense, pour ces sujets. Et je te rejoins à 3000%. Le tout premier coach avec qui j'ai travaillé m'avait surpris là-dessus. Je lui donne rendez-vous dans mes bureaux qui étaient à l'époque rue de Penthièvre à Paris, à côté de là où habite notre président. Et je lui donne rendez-vous à 14h, il débarque dans les bureaux. Moi, j'avais tout préparé, un café, une salle réservée, etc. Et il me dit, tu crois quand même pas qu'on va s'asseoir? Première phrase. Super coach spécialisé dans la relation d'associés. Et il me dit, non, mais là, on est obligé d'aller marcher.
on est obligé de faire cette session en marchant. Et il me dit, ça me tue qu'on aille marcher à Paris parce qu'il n'y a pas de nature, c'est pas assez vert. Donc la prochaine fois qu'on se verra, tu feras 1 heure de métro pour venir chez moi à 1 heure de Paris dans une forêt. Et c'est ce qu'on a fait. On a passé 2 jours avec mon associé Anaïs à parler et marcher dans la forêt avec l'aide de ce coach. Et ça a été de loin le meilleur choix que j'ai fait depuis 10 ans en tant qu'entrepreneur. J'en suis toujours persuadé. Cette session de 2 jours en forêt a eu lieu en 2017. J'avais créé Live Mentor en 2012. J'avais planté 2 entreprises avant, également pour des problèmes de relations d'associés. Je décide de me réassocier avec quelqu'un en 2017, 5 ans après le démarrage de l'aventure. Évidemment, là, vous avez toutes les peurs qui peuvent arriver. Hein. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on va chacun trouver sa place? Attends, moi, je suis quand même là depuis 2012. Elle arrive. Est-ce qu'elle va pas prendre le pouvoir sur moi? Et elle, les mêmes peurs. Le mec, il est là depuis 2012. Il porte en plus l'image de la boîte. Est-ce que je vais pouvoir exister? Et passer 2 jours à ralentir, à ne pas parler de la croissance de l'entreprise, à ne pas parler des priorités stratégiques de l'entreprise, à parler de soi et à essayer de mieux se connaître et de mieux comprendre l'autre. C'est ce qui explique, je crois, pourquoi on est encore ensemble avec Anaïs depuis 2007. Et ça ne veut pas dire que c'est simple, on est opposés à tout niveau, mais le fait d'avoir fait ce travail est essentiel. Et là-dessus, avant qu'on prenne les questions, parce que je sais que je dois laisser une bonne partie questions-réponses, on m'a briefé. Nicolas, je me souviens de ta métaphore du coup droit. Quand on avait déjeuné ensemble, tu m'avais dit, chez nous, on a une règle, on joue sur son coup droit. Est-ce que tu veux la partager? Est-ce que ça ne te dérange pas? C'est une expression de mon frère. Jouer son coup droit, c'est... Qui est ton associé, son frère et son associé. Sur les associés, quand même, 2 minutes. Moi, j'ai un associé qui est super, parce que dans l'ordre chronologique, c'est mon frère, mon filleul et mon beau-frère. Mon frère, vous avez compris, on a les mêmes parents et on a 2 sœurs entre nous. Mon filleul, j'étais tout jeune quand il est né, mais comme il venait après 2 sœurs, ma mère m'avait dit « tu seras parrain si c'est un garçon ». Donc j'étais son parrain à 8 ans. Et mon beau-frère, parce qu'il a épousé la sœur de ma femme. Voilà. Donc, en termes de choix des associés, moi, c'était une évidence que c'était avec François que je voulais monter cette boîte parce qu'il était très entrepreneur et moi, pas du tout. Moi, j'étais très dans la bouffe et lui, pas du tout. Mais c'est à la fois un mélange de totale confiance, enfin, c'est une magie depuis 18 ans. Maintenant, c'est une pression supplémentaire aussi parce que si on s'engueule à la maison, c'est dramatique au bureau et si on s'engueule au bureau, c'est dramatique à la maison. En fait, on vit ça très bien depuis 18 ans. On a même rajouté une couche en embauchant ma fille il y a 4 ans et demi. Le secret d'ailleurs de notre binôme a été le rajout d'un trinôme immédiatement, le chef Jean-Sébastien Bonpoil qui nous a rejoint dès le début. Et pour reprendre ton histoire d'intelligence, Jean-Seb, c'est après 30 ans de carrière, pour moi, le plus beau mix d'intelligence du cerveau, du cœur et de la main. Et bien, rien que ça, c'est un associé exceptionnel et qui a fait toujours le lien entre nous deux. Donc, ce n'était pas du tout le sujet de ta question, qui était le coup droit. Donc François, il dit toujours, voilà, dans une boîte, de toute façon, on ne peut pas tout faire bien. Et donc, il faut vachement jouer son coup droit, jouer ses forces, évidemment compenser les faiblesses. Et c'est pour ça qu'il faut bien recruter, comme tu le disais tout à l'heure, des gens qui sont relativement complémentaires. Mais quand on joue son coup droit, d'abord, on est meilleur. Et puis, il y a une forme de cercle vertueux qui s'instaure. Alors que si on essaye de se corriger, enfin chacun a sa nature, chacun a ses talents, chacun a ses compétences. Si on essaye de jouer contre sa nature, alors il y en a qui sont super bons en revers. Hein, vous lirez le bouquin de Richard Gasquet, qui est le plus beau revers du monde. Mais le coup droit, c'est quand même un coup plus facile. Et donc, n'hésitons pas à jouer la facilité, sans pour autant toujours tourner le revers, parce que sinon, on fait des fautes. Mais voilà, s'appuyer sur des gens qui vont pouvoir compenser sur les coups les plus faibles. Merci. Et s'il y en a certains ou certaines ici qui sont en phase de démarrage de leur entreprise ou qui songent à le faire dans les prochains mois, je pense qu'il faut bien garder cette phrase de Nicolas en tête et se dire dès le début de son entreprise, c'est quoi mon coup droit? C'est quoi mon point fort? Question. Levez la main et là-bas, il y a 2 personnes. Ah, moi je suis collectif. Bonjour. On a beaucoup entendu du coup les invités, c'est chouette. Moi, j'aurais aimé savoir, Alexandre, toi, comment tu gères, enfin, quels sont tes tips pour gérer, on parlait de cet équilibre vie pro, vie perso dont tu n'es pas très fan, mais j'imagine qu'il y a quand même des tips que tu t'imposes, que tu te respectes et
Et comment tu gères ça? Alors, moi, je suis tombé dans la marmite, je dirais, il y a 1 an. C'est dur pour moi de répondre à cette question parce que je teste plein de choses. Bon, je vous préviens, si vous avez l'impression que c'est perché, c'est normal. Mais j'y vais quand même. Il y a une spiritualité que j'adore, c'est le tarot de Marseille. Qui connaît le tarot de Marseille? Pas beaucoup de gens. Bon. Le tarot de Marseille, vous pouvez mettre ça dans les mêmes cases que astrologie, on va dire. Il y a une carte à la fin du tarot de Marseille qui s'appelle l'arcane Le Monde et qui propose de voir les problèmes de sa vie sous 4 dimensions. La dimension intellectuelle, la dimension spirituelle, la dimension émotionnelle, la dimension corporelle. C'est la carte qui m'a le plus aidé depuis 1 an. M'a fait prendre conscience que pendant 10 ans, j'étais un entrepreneur qui était que dans le mental. Je me réveillais le matin et je pensais à des trucs. Je pensais à des stratégies. Je pensais à des personnes que je voulais recruter. Je pensais à comment structurer ma boîte. Je pensais à comment recruter. Je pensais à comment la faire connaître. Je pensais à comment la réorganiser, etc. Je faisais plus de sport. Je marchais plus. J'avais assez peu de place dans mon quotidien pour mes émotions. J'avais assez peu de moments où j'avais des rires, de la joie, de la tristesse, de l'entrain. Non, j'étais dans le mental, j'étais en train de réfléchir. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je suis en train de réfléchir, je ne suis pas traversé par toutes les émotions du monde, quoi. Et comme en a parlé Nico, en fait, j'avais très peu de place pour ma spiritualité. Moi, je viens d'une famille où il y a des religions différentes, ce qui a créé pas mal de chaos familial. Donc j'ai décidé, quand j'étais ado, de devenir athée, surtout pas tomber dans les religions. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de mal, parce que j'ai fait une sorte de distance super forte, j'ai créé une distance super forte entre la spiritualité et moi. Et en fait, je me rends compte depuis 1 an à quel point, que ce soit les religions catholiques, islam, judaïsme, bouddhisme, le tarot de Marseille, l'astrologie, en ce moment je suis en train de dévorer Jung. Je vous conseille énormément le dernier bouquin de Frédéric Lenoir sur Jung, c'est incroyable. Mais la recherche spirituelle est quelque chose d'incroyable pour se donner de l'énergie, justement. Autre référence littéraire, ça, Pénélope, elle me connaît, moi, je bombarde de bouquins, je suis désolé. Je vous invite tous à commander Mémoire d'une fourmi de Bernard Werber. Vous connaissez Bernard Werber? Un peu plus que le tarot de Marseille, normalement. C'est lui qui a écrit Les fourmis, les thanatonautes, etc. Là, vous dites pourquoi il nous parle d'un auteur de science-fiction? Mais parce que dans son dernier bouquin, Mémoire d'une fourmi, c'est une autobiographie à la lecture du tarot de Marseille. Mais en fait, il ne parle pas que de tarot. Il parle aussi des religions. Il parle de sa découverte du yoga à 13 ans. Il parle de sa découverte de l'hypnose régressive. Ce n'est qu'un livre où un humain raconte son cheminement spirituel sur toute sa vie. C'est incroyable. Je vais le voir je vais le voir à son spectacle le 8 juin. J'ai déjà invité 4 personnes à venir. J'ai pris 4 billets et je fais un engagement. Si vous voulez venir à Paris le 8 juin, contactez-moi après la conférence. Je vous paye la place tellement je pense qu'on doit tous y être. Par contre, c'est moi qui pose la première question. Je suis vraiment en mode fanboy. J'ai ramené tous mes bouquins pour qu'ils dédicacent. J'ai écrit ma question même sur mon ordinateur pour être sûr de la poser. Donc, c'est moi qui poserai la première question. Bref, donc pour te répondre, j'essaye de penser à ces 4 dimensions quasiment tout le temps. Donc, je fais beaucoup de sport. J'ai mis en place des choses bizarres dans mon appartement parce que je pratique les arts du cirque. Donc, ce n'est pas le sport le plus simple à pratiquer parce qu'il n'y a pas de salle d'entraînement de cirque ou très peu à Paris. Donc, quand je suis revenu habiter à Paris en octobre dernier, je voulais uniquement un appart avec 4 mètres de hauteur sous plafond. Comme je n'ai pas un budget incroyable, évidemment, je ne pouvais pas me prendre Versailles ou un 200 mètres carrés, mais j'ai eu la chance de tomber sur un appart de 35 mètres carrés avec 4 mètres de hauteur sous plafond. Et j'ai trouvé un mec aussi fou que moi pour installer des pylônes de 4 mètres à gauche et à droite de mon salon qui sont reliés par une structure aérienne sur laquelle j'ai mis des points d'ancrage, ce qui me permet de pratiquer les sangles aériennes qui sont un agrès de cirque tous les jours entre 11h et 14h. Donc, j'essaye de préserver des moments pour mon corps, j'essaye de préserver des moments pour mes amis et j'essaye aussi dans les relations que j'ai avec les personnes avec qui je travaille,
de ne pas être que dans l'intellect, parce que moi j'ai connu cette vie où on enchaîne les zooms, et allez, on parle du sujet 1, et ensuite on parle du sujet 2, et ensuite on parle du sujet 3. Mais je me pose régulièrement la question, comment est-ce que je peux créer des moments avec mon équipe qui sont des moments d'émotion? Voilà ma réponse pour toi. Bonjour, merci beaucoup pour ce talk, ça fait du bien de parler de ces sujets, merci pour votre transparence et c'était vraiment passionnant. Moi j'ai une question, c'est un peu lié à ce que tu viens de dire, comment est-ce que tu communiques ça auprès de tes équipes, auprès de tes associés, etc. en termes d'identification des signes précurseurs du burn-out, comment est-ce que tu crées une discussion sur ça sans faire peur mais en étant quand même dans la protection de l'équipe et la discussion autour de ces sujets qui sont vraiment passionnants et hyper importants. Ben, écoute, je peux commencer à répondre et puis je pense que ce serait intéressant que toutes les personnes ici qui ont aussi des équipes répondent. Mais moi, j'essaie de jouer sur 3 points vis-à-vis des personnes de mon équipe. Le premier point, c'est les modèles comportementaux. Donc, Pénélope me disait, j'essaye de savoir qui est qui autour de moi. Ben, moi, je propose aux gens de mon équipe de s'intéresser à ces modèles comportementaux. Je leur parle de ProcessCom, je leur parle du disque, je leur envoie des ressources, des vidéos YouTube ou je leur offre des livres sur le sujet. Voilà, j'essaye simplement de déclencher ce déclic. Ah tiens, comment est-ce que je fonctionne moi? Et je leur dis, mais vous avez votre fiche de poste qui a été pensée par l'entreprise, où, bah oui, si tu travailles dans tel département, tes objectifs à atteindre, les chiffres qu'il faut regarder, etc., c'est cela. Mais en parallèle, essaye d'avoir une réflexion qui est personnelle, qui est individuelle, qui dépasse le cadre de Live Mentor. Live Mentor, on s'en fout. C'est quelque chose que tu vas apprendre sur toi pour tes prochaines aventures. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ProcessCom, c'est incroyable à titre personnel. Je vous invite à le faire avec toutes vos relations amoureuses. Ça évite beaucoup de problèmes. Tout comme la CNV aussi. Donc, moi, c'est le premier axe de travail, c'est modèles comportementaux. Deuxième axe de communication auprès de l'équipe, les éléments qu'on a mentionnés, hein, le sport, la nature. Je suis très content qu'on ait des groupes sur Slack, le sport chez Live Mentor, où chacun partage un peu ses captures d'écran sur Strava, de ses courses, des photos de randonnée. Il y a des groupes qui se créent. Bon, je pense qu'il faut évidemment toujours trouver la bonne distance par rapport à ça, parce qu'il y a plein de biais que je ne vais pas mentionner qui peuvent se créer, notamment aux États-Unis. Tu vas commencer à avoir beaucoup ça, à San Francisco, ces boîtes qui offrent des abonnements Headspace à tout le monde et qui sont justement dans une dérive d'injonction. Si tu ne fais pas de méditation, voire si tu ne prends pas, on pourrait en parler, hein, des adaptogènes, la psilocybine, etc. Bon, c'est encore un autre débat, mais bref. Donc, il faut trouver la bonne mesure. Sur la culture du bien-être dans l'entreprise. Et le troisième point qui est le plus dur mais le plus important, c'est la vulnérabilité. Moi, combien de fois ces 10 dernières années, j'ai des personnes qui sont venues me voir au moment du burn-out, mais pas avant, qui n'osaient pas dire autour d'elles dans l'équipe Live Mentor, je vais vraiment pas bien. Donc ça, c'est pour moi l'enjeu le plus difficile, de réussir à créer cette confiance avec tout le monde. C'est 100 personnes dans l'équipe, plus 100 mentors en freelance, et 200. On n'y est pas encore. Est-ce que, Nicolas, toi qui as une bien grande équipe, tu veux répondre à cette question aussi? Alors moi, de manière assez paradoxale, en fait, ces derniers temps, nous, François et moi, on est très, très... plein d'émotions et d'énergie perso. Et on a essayé de désémotionnaliser la relation, non pas pour la rendre aride et froide, mais plutôt de fonctionner aux KPIs. On doit faire ça, on se fixe des objectifs, on se fixe des moyens pour atteindre les objectifs. Et ce qui fait que dans la partie boulot, on ne parle que de la partie technique des moyens à mettre en œuvre et des résultats à obtenir, ce qui permet de supprimer cette part émotionnelle qui est la plus éprouvante, la plus fatigante, qui met à risque. Et donc, encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir ces moments où, justement, on n'a plus besoin de parler des résultats, on n'a plus besoin de parler des chiffres, et on peut laisser libre cours à des échanges plus personnels. Mais sur la partie business, la méthode OGSM, que vous connaissez peut-être, Objectif, Goal, Stratégie, Mesure, est vraiment qui permet d'extraire toute la partie émotionnelle de l'analyse des performances business.
Bon, c'est pas très glam, hein, mais ça permet vraiment de séparer le cœur de la tête. Pénélope, Alice, vous voulez intervenir? Oui, moi je veux bien compléter. Je suis d'accord avec toi sur le vulnérable. Je pense quand un manager avoue à ses équipes qu'il est fatigué, quand un manager dit que en ce moment c'est dur pour lui, quand il dit qu'il n'a pas forcément la réponse à un sujet, déjà il enlève un masque. Il permet d'avoir une vraie relation avec ses collaborateurs. Et cette intelligence émotionnelle-là et relationnelle, elle est pas forcément évidente. En tout cas, toute la culture de l'entreprise doit changer. Donc, montrer qu'on est vulnérable, ça c'est important. Moi, dans les choses que j'aime bien dans les équipes, c'est pour permettre l'écoute, parce qu'on parle bien de comment j'aide mes collaborateurs à pas eux-mêmes tomber dans le burn-out, à soit les sensibiliser, soit moi en tant que manager, à essayer peut-être de détecter qu'il y a un début de burn-out, parce que notre responsabilité, c'est aussi ça. C'est notre propre santé mentale, mais c'est aussi celle des équipes. Donc on parle beaucoup de care management. Moi, je parle beaucoup du care, C-A-R-E, en anglais, care, to care about, et prendre soin. Ça veut dire le care management, contrairement au management un petit peu où j'applique à chacun la même chose et je contrôle, c'est être à l'écoute des collaborateurs et de chacun. Il y a des gens qui sont plus introvertis, on parlait de tout ce qui est connaissance de soi, mais il y a des gens qui sont dans l'introversion, qui sont extravertis, là, qui ne vont pas exprimer quand ça ne va pas. Et donc c'est important de comprendre un petit peu quels sont nos collaborateurs, comment ils sont, et de regarder les signaux. Il y a des signaux de burn-out, il y a des signaux d'épuisement, il y a des signaux de quelque chose qui ne va pas. Donc pour ça veut dire qu'il faut aller prendre le temps d'aller parler, de se mettre dans cet état d'écoute, à la fois individuel, mais aussi collectif. Moi, depuis des années, quelles que soient les entreprises dans lesquelles j'étais et dans la mienne, mais on commence toujours par la météo du lundi matin. C'est pas alors ok, c'est quoi l'heure du jour, les problèmes, c'est ça. C'est d'abord on se prend un temps ensemble. Dans le corps, dans le cœur, on respire, on est ensemble, on n'est pas en train de regarder ses textos, on n'est pas en train de penser à autre chose, on est ensemble et on prend le temps chacun de dire comment ça va. C'est pas un comment ça va par politesse, ouais ça va, bon allez on commence. C'est vraiment toi, comment ça va. Et on laisse cet espace aussi d'exprimer l'émotion, le besoin, dire que ça va pas. Voilà. Donc cette météo intérieure et en tout cas cette écoute, je pense qu'elle est aussi très importante et c'est des petits rituels comme ça aussi à instaurer. Qui sont bien. Merci beaucoup. Dernière question. Je vais juste rajouter un petit truc éventuellement. Oui. On a une mission d'entreprise chez nous qui est aider chacun à s'accomplir. Parce qu'on s'occupe, on fait des formations pour tous ces métiers d'artisanat et de service à la personne. Et quand on a énoncé cette mission à l'entreprise, j'ai un peu pris tout le monde de court en disant, alors notre mission d'entreprise, c'est aider chacun à s'accomplir. Et ça commence par nous trois, les fondateurs. Parce que si nous, on ne s'accomplit pas, il y a zéro chance que, numéro 2, vous, les collaborateurs, vous vous accomplissiez aussi. Et enfin, nos clients. Et là, en fait, j'ai senti qu'il y avait un truc qui se passait dans l'entreprise aussi, où ils comprenaient qu'il y avait zéro chance, effectivement, de bien faire son métier et de bien construire une offre pleine d'empathie, pleine de professionnalisme, pleine de qualité, si on n'était pas soi-même, c'est-à-dire eux, totalement alignés de nouveau avec cette mission. Et ça commençait par nous. Et donc maintenant, tous les nouveaux qui arrivent, je leur parle de cette mission, je leur dis ça commence par nous. Au début, ça les interpelle un peu, que ce soit quand même très auto-centré. Et en fait, très vite, ils comprennent que voilà, c'est comme ça aussi qu'on a recréé cette verticalité dans l'entreprise et avec les clients. Oui, parce que ce qui est très puissant dans cette phrase, c'est qu'elle déconstruit le mythe du patron qui veut s'enrichir. Tu n'es pas en train de leur dire... Ça commence par ma réussite personnelle. Tu emploies le terme d'accomplissement. C'est ce qui est complètement différent. Pénélope, tu restes dans le silence. Non, alors que pourtant, tu nous as dit juste avant qu'on commence la table, c'est rare, et juste avant qu'on commence la table ronde, tu as dit que tu n'avais aucun problème à dire tes équipes, je suis en burn-out. Tout à fait. En fait, moi, je suis en burn-out. C'est une phrase que je dis un peu tous les jours. C'est oh là là, je suis en burn-out. Donc en fait, j'aime bien parce que quand je le suis vraiment, ils le savent pas quoi. Nous, c'est une petite équipe, on est 5, 6. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui suis dans l'affect et assez intuitive et assez empathique. Et comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent avec moi, je peux facilement détecter. Et surtout, moi, je suis assez transparente. Je ne suis pas forcément que des avantages, hein, et donc je demande souvent mon ça va, c'est pas un ça va aujourd'hui, c'est est-ce que ça va, comment ça va, et
Et régulièrement, ils me disent franchement ça va, ou là franchement j'arrive plus. Et en fait, ils y vont, ils racontent. Moi, ça passe par la communication essentiellement. Merci Pénélope. Et pour conclure, à moins que j'ai manqué quelqu'un qui ait une question, mais je ne... oui, j'en ai manqué. Là, par cette personne-là. Là. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre intervention. J'avais une question un peu plus ouverte. Attendez, je pose mon sac. J'avais une petite question un peu plus ouverte par rapport à vos propos. Justement, à l'heure actuelle où le burn-out est aussi devenu une sorte de déviance, un petit peu d'élément marketing qui prend le pas malheureusement sur l'essentiel, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce fameux concept de burn-out, enfin, qui n'est pas non plus un concept, mais qui est une réflexion qui est posée aujourd'hui, n'appartient pas à une certaine classe, une certaine caste? C'est une question ouverte. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Alors, pour être sûr de comprendre ta remarque, est-ce que ce que tu veux pointer du doigt, c'est peut-être la propension croissante d'une certaine élite à dire oulala, je dois m'écouter, je dois avoir le temps pour mettre quelques centaines d'euros par mois sur des cours de yoga, des thérapeutes, me payer des retraites, et ce qui sous-entendrait que en fait cette réflexion sur le bien-être est réservée à une élite. C'est bien ça? C'est exactement ça. Ok, très bien. Alors, je suis super content que tu poses cette question. Une phrase que j'ai répétée encore et encore dans ce bouquin Entreprendre et surtout être heureux, c'est la religion. Non mais la religion de l'individu volontaire. En gros, toute la réflexion sur le bien-être qui se traduit par de l'égoïsme et le fait de ne penser qu'à soi passe complètement à côté de l'essentiel. Et c'est là où, moi je ne suis pas catholique, mais j'invite à regarder ces spiritualités qui existent depuis des centaines, des milliers d'années, qui invitent à des réflexions collectives. Le bien-être de la personne à côté de moi compte autant que mon bien-être personnel. Et tout le monde doit regarder d'ailleurs la série de Blanche Gardin, dont j'ai oublié le nom. Quelqu'un la connaît? Non, personne ne s'en rappelle. Mais vous la trouverez, c'est une série incroyable où elle tourne en dérision le développement personnel, et notamment cet extrême qui consiste à simplement regarder son petit nombril et à se dire comment je me sens. Et c'est pour ça que je suis content qu'on ait abordé ici la réflexion au niveau de l'équipe, au niveau de toutes les personnes qui m'entourent. Si moi, je veux m'accomplir, me sentir bien, je veux aussi pour les autres. Et c'est autant important. Si les autres autour de moi ne vont pas bien, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça, désolé d'avoir débordé sur le temps, que je crois dans des mécanismes, par exemple, de cercle de parole, où au lieu de simplement s'intéresser à soi-même, tu crées un groupe de 10-15 personnes et tu fais la météo, comme en parlait Alice, tu laisses chacun s'exprimer sur ce qu'il ressent, ce qu'il traverse en ce moment. Il ne faut pas limiter ça à justement des personnes qui portent des vestes Patagonia et qui ont levé 100 millions d'euros et qui traînent dans le 8e arrondissement de Paris. Merci Alex, merci à tous. Du coup, on va proposer à ceux qui veulent bouger de salle de bouger de salle. Moi, ça m'intéresserait, Alex, que tu nous parles un peu de ton livre, là, en transition. On a 5 minutes. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un mot, l'introduire? C'est le moment où tu peux faire ta promo. Bah, écoute, ça fait fuir tout le monde, visiblement, donc, mais je vais quand même y aller. Donc, c'est un bouquin qui s'appelle Entreprendre et surtout être heureux, qui a été publié aux éditions Erol, et qui traite des signes avant-coureurs du burn-out, spécifique aux entrepreneurs, donc la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, la comparaison excessive, l'anxiété récurrente, l'obsession du détail et le traumatisme de l'échec. Et j'ai rédigé ce livre à partir d'une enquête à laquelle 10 000 entrepreneurs ont répondu, que j'avais lancée en septembre dernier. Et ces 10 000 entrepreneurs, je les ai interrogés sur leur stade de développement. Est-ce qu'ils sont sur le point de créer leur entreprise? Est-ce qu'ils viennent de créer leur entreprise? Est-ce qu'ils sont déjà rentables? Est-ce qu'ils ont une petite équipe comme Pénélope, ou est-ce qu'ils ont plusieurs dizaines de salariés? Et je leur ai demandé, à partir de ce stade de développement, de me donner leur situation actuelle, leurs signes avant-coureurs. Ça m'a permis de tirer des traits, des
lien de cause à effet entre certains stades de développement d'une entreprise et certaines problématiques émotionnelles. De réaliser par exemple que le passage à plusieurs salariés, on peut dire que c'est un enjeu de recrutement, de structuration, etc. Mais c'est aussi un enjeu d'obsession du détail. C'est aussi le moment où, alors qu'on a travaillé pendant des années seul sur sa boîte, qu'on a tout fait, et ben là, il y a d'autres personnes qui font, et oh mon Dieu, je me sens complètement dépossédé parce qu'à l'époque, c'est moi qui faisais ça et je le faisais comme ça. Et là, je vois quelqu'un d'autre le faire et je peux ne pas le supporter. Donc, c'est ce que j'ai développé dans le livre, et on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, toutes les bonnes librairies, cette bonne vieille blague d'éditeur dont on ne se lasse pas. On peut aussi le trouver sur le site de Live Mentor, et nous vous invitons à le commander sur ce site plutôt que sur Amazon, car nous ne sommes pas très fans d'Amazon. Merci. Merci à tous. Merci à mes invités.